Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être sur cette vidéo. Alors, je ne vais pas me présenter. Je suppose que les gens qui ont cliqué sur un titre pareil me connaissent. Je ne vais pas faire un bonjour, je suis historienne. Si ce n'est pas le cas, bah, merci beaucoup pour votre intérêt. Dans la description, vous avez ma présentation. Et donc, j'inaugure un nouveau format ici. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça, dans lequel je vais vous présenter des livres principalement d'histoire, mais pas que, qui parleront des psychotropes. Donc ça va être un format beaucoup moins carré, beaucoup plus informel que ce que j'ai l'habitude de vous proposer quand je fais une vidéo sur un sujet précis. Là, ça va vraiment être plus comme si je discutais avec des amis. Et qui dit donc nouveau format dit nouveau lieu. Vous voyez qu'on n'est plus dans ma chambre, dans la chambre que je loue au Canada. On est dans mon bureau. Je vous montre un peu. J'explique. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'adore saisir la moindre opportunité pour vous montrer en fond mon bureau. En fait, j'ai fait ma thèse dans des conditions matérielles très difficiles, très précaires. C'est long. En plus, une thèse, pour moi, ça a duré 6 ans. Et c'est la première fois que je suis payée pour faire mes recherches. C'est la première fois que j'ai un lieu pour les faire, pour être dans des bonnes conditions de travail. Donc, c'est vraiment un soulagement incroyable d'avoir enfin un espace dans lequel je peux travailler, que je peux décorer. Voilà, ça change vraiment tout. Donc, je suis vraiment très heureuse d'être ici et je ferai peut-être une vidéo un jour spéciale sur le bureau. Bref, j'ai aussi mis mon uniforme. Alors, je vais vous montrer un peu mieux. Alors, c'est un vrai sweat de mon université. C'est un sweat vintage, hein. J'ai pas eu le choix. C'est du triple XL, mais je l'adore. Donc, c'est le département de pharmacie qui faisait ça à un moment. Donc, il est très stylé, hein, de manière générale, mais j'adore évidemment l'ambiguïté qu'il y a euh, plus en anglais qu'en français, mais qui existe aussi en français entre drogue et médicaments. Voilà. Donc, ce nouveau format, ça va être donc un espace dans lequel je vais vous présenter des livres que j'ai aimés ou pas. Je verrai. J'ai pas encore décidé si je fais aussi des critiques, on verra. Et dans cette première vidéo, je ne vais pas vous présenter le livre, je vais vous présenter le champ en général, l'historiographie sur les psychotropes. On va parler de l'historiographie française d'abord, et puis après on ira voir l'historiographie internationale. Comme ça servira un petit peu de base à toutes les autres vidéos que je ferai, parce que notamment, vous allez pas manquer à chaque fois de me demander est-ce que c'est traduit, notamment, et à chaque fois, je vais vous répéter que non. Alors, on va voir d'abord l'historiographie française et j'ai pas les livres ici puisque ils sont chez moi au Canada. Donc, et je vais la faire à l'ancienne en vous partageant un PowerPoint parce que je suis nulle. Je sais pas du tout comment intégrer des images à une vidéo. Dans ma tête, j'ai la voix de Dany et Raz qui disent «Ah, la gauchiste, vous faites des vidéos toutes pourries.» Alors oui, effectivement, mais désolée, j'ai pas le temps de me former à ça, donc on va la faire à l'ancienne avec le PowerPoint. Donc, ici, je vous présente les trois grandes thèses, les trois grands travaux sur l'histoire générale des psychotropes qui ont été faits en France. Évidemment, il y a d'autres recherches. Il y a des recherches notamment plus précises sur des points plus particuliers, mais là, voilà, je voulais vous montrer ce qui est fait sur l'histoire générale. Et en plus, comme c'est des thèses qui ont été publiées en livre, ce qui est rarement le cas en fait, bah, c'est bien parce que vous pouvez les acheter, à part le premier qui, je crois, est en rupture de stock, mais c'est possible, je pense, de l'avoir d'occasion. Donc il y a plusieurs choses à dire sur cette historiographie française. Et je vais d'abord vous les présenter. En 1992, il y a Jean-Jacques Ivorel qui publie Les poisons de l'esprit, drogue et drogués au XIXe siècle. Donc lui, c'est vraiment le pionnier, c'est le premier historien de profession à travailler sur cette histoire-là. Ensuite, on a Emmanuel Retailleau-Bajac qui prend la période suivante, donc l'entre-deux-guerres, Les paradis perdus, drogue et usagers de drogue dans la France de l'entre-deux-guerres, qui est publié en 2009. Et enfin, Alexandre Marchand, en 2016, qui fait paraître L'impossible prohibition, drogue et toxicomanie en France, 1945-2017. Donc je disais, il y a plusieurs choses à remarquer. La première chose, c'est que c'est une historiographie qui est récente. Ça fait pas longtemps que des historiens et des historiennes de profession s'intéressent à la question des psychotropes. Ça arrive pas comme ça par hasard. J'y reviendrai quand on parlera de l'historiographie internationale.
Mais du coup, ça veut dire que comme c'est une historiographie récente, il n'y a pas beaucoup de recherches qui sont faites, il n'y a pas beaucoup de débats, il n'y a pas de revues en France qui sont destinées à cette histoire. On en est toujours à petit poser les bases. Et puis, les historiens et les historiennes qui travaillent sur ces sujets, souvent n'ont pas de poste ensuite à l'université. Il n'y a pas de cours sur l'histoire des psychotropes en ce moment, par exemple, en France. Donc, ces différents historiens, soit ils sortent du milieu académique, soit ils travaillent sur d'autres contextes. La deuxième chose à observer, c'est que c'est une histoire qui est contemporaine, donc qui s'intéresse du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas de travaux sur l'histoire de la belladone au Moyen Âge ou l'histoire de l'opium à l'époque moderne. Ça manque. Et donc, voilà, on s'intéresse que du 19e siècle jusqu'à nos jours. Ça fait sens. Ça fait sens pour deux raisons. D'abord parce que c'est l'accès aux sources et le nombre de sources à partir du 19e siècle. Donc l'accès, c'est en français, c'est de plus en plus des choses qui sont imprimées, donc c'est facile à lire, beaucoup plus que d'aller chercher dans un manuscrit en latin du Moyen Âge pour trouver les substances. Même s'il y en a, hein. Moi, je lis pas le latin et pourtant j'arrive à trouver des manuscrits dans lesquels on parle de cannabis, par exemple. Donc ça serait bien que les collègues médiévistes, antiquisants, modernistes s'intéressent un peu plus aux psychotropes. Donc, les sources sont plus faciles d'accès, elles sont beaucoup plus nombreuses. Le 19e siècle, c'est le moment de l'explosion de la presse écrite. Donc, on a plein d'archives de presse qui sont très importantes, notamment dans le cas des psychotropes. Et c'est aussi le moment où la médecine se professionnalise. Donc là aussi, on a beaucoup de travaux très intéressants, des thèses de médecine, des articles, des essais, etc. Et notamment à nouveau sur la question des psychotropes. La deuxième raison, c'est que le 19e siècle, c'est vraiment le moment de rupture pour la société occidentale sur la question des psychotropes. D'abord parce que avec les progrès de la chimie et la colonisation, on découvre ou on redécouvre un très grand nombre de substances psychotropes, avec en plus des savants, des intellectuels, des artistes, des médecins qui prennent de la distance avec les préceptes de l'Église, donc qui ne pensent plus que modifier son esprit avec des psychotropes, c'est quelque chose de diabolique. Donc il y a une curiosité renouvelée à l'égard de ces produits, ce d'autant plus qu'il n'y a pas encore de condamnation morale liée à leur usage. Donc il y a vraiment beaucoup d'utilisation de psychotropes au 19e siècle dans plein de domaines très différents, ce qui fait que c'est très intéressant d'étudier cette période-là. Et puis le 19e siècle, c'est aussi la fin du 19e siècle, c'est aussi le moment où on va découvrir le phénomène de l'addiction et où commence la panique morale autour de certaines substances psychotropes qui vont amener à l'interdiction d'une partie d'entre elles en 1916 en France. Donc ça fait, pour toutes ces raisons, ça fait tout à fait sens d'étudier d'abord le 19e siècle et le 20e siècle pour comprendre comment nos sociétés contemporaines, le rapport de nos sociétés contemporaines à ces substances. Maintenant que c'est fait, on a besoin d'histoires d'autres époques, et encore une fois, il y a plein de sources pour le faire. Une troisième chose à remarquer sur cette historiographie française sur les psychotropes, c'est que c'est une historiographie franco-française. Donc on n'a pas de livre sur l'histoire du cannabis en Égypte, on n'a pas de livre sur l'histoire de la coca en Amérique du Sud, en tout cas en français. Et en plus, c'est une histoire qui s'intéresse à la France métropolitaine. Donc non seulement on ne parle pas des dom-toms, mais on ne parle pas non plus des colonies dans ces livres-là. Et ça, c'est un problème de notre société en général et de l'université française en particulier. C'est quelque chose qui est très critiqué par nos collègues. Alors, je vais arrêter le partage pour vous montrer l'autre livre. C'est quelque chose qui est très critiqué par nos collègues universitaires étrangers. Par exemple, dans ce livre, de David Guba qui s'appelle Taming Cannabis, dans lequel il fait l'histoire du cannabis en France au 19e siècle et il explique que bah, c'est bien gentil pour nous, Français, de faire l'histoire du cannabis en France, mais si on parle pas de l'Algérie, si on parle pas du Maroc, bah, c'est pas vraiment la France du 19e siècle. Donc c'est un livre très important, super intéressant, exigeant aussi, hein, puis en plus c'est un gros livre, c'est écrit petit, c'est assez long à lire, mais c'est génial. Si vous lisez l'anglais, c'est vraiment un livre hyper intéressant. Et donc cette critique-là qui nous est faite des universitaires étrangers, ben moi je la prends aussi parce que quand j'ai fait ma thèse, j'étudiais l'usage de la morphine par les médecins français, notamment au 19e siècle. À aucun moment, je me suis questionnée sur est-ce que je n'irais pas chercher des sources de médecins en Indochine pour voir si, dans ce contexte-là,
il y a des différences. Voilà. Donc, malheureusement, on est formé comme ça à l'université encore un peu aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir dépasser aussi dans les travaux prochains et qui nous est beaucoup reproché à l'étranger. Euh, il y a des travaux en France, par exemple, il y a un historien qui s'appelle Xavier Paulès qui a étudié l'opium à Canton pendant l'entre-deux-guerres, mais voilà, c'est un contexte spécifique, c'est pas un contexte général. Et puis la dernière chose qu'il faut observer sur cette historiographie française, c'est l'axe qui est pris et qui s'observe dès les titres. On a poison de l'esprit, drogue, drogue et toxicomanie. Donc c'est une historiographie qui ne s'est intéressée, ou qui s'est intéressée principalement aux problèmes causés par ces substances dans nos sociétés contemporaines. Euh, donc ça, c'est un vrai problème pour le coup de cette historiographie. Enfin, c'est le contexte franco-français, c'était un problème aussi. Mais là, c'est vraiment un problème, cet axe sur l'addiction, parce qu'en réalité, l'addiction, c'est quelque chose de très spécifique qu'on comprend toujours pas très bien. Et on sait par contre que ça ne concerne qu'une petite partie des usagers et des usagères, quelle que soit la substance qu'on observe. Et ça, les médecins du 19e siècle l'ont déjà très bien compris. Donc c'est un problème de se focaliser exclusivement sur la question des addictions. Pour vous donner un exemple d'études d'aujourd'hui, on a des études qui sont faites sur les consommations d'héroïne aux États-Unis pour observer le phénomène de l'addiction, justement. Donc, on a ces études qui sont faites tous les ans depuis les années 1990. Et ben, ces études démontrent qu'au bout d'un an, après la première prise d'héroïne, il y a entre 22 et 38% des usagers et des usagères qui sont devenus dépendants à la substance. C'est trop. Il faut absolument s'occuper de ces personnes-là, mais ça veut dire que la majorité des primo-usagers ne sont pas devenus dépendants. Et en plus, ce que montrent ces études, comme on a des études tous les ans, on peut suivre les évolutions entre la variabilité de 22 à 38%. Et ben, c'est les moments où le taux est le plus haut, c'est les moments où la crise économique aux États-Unis est la plus forte. Donc, par exemple, en 2008, on voit, et dans les années qui suivent, on voit le taux de personnes qui sont devenues dépendantes qui explose. Donc, c'est pas une surprise, évidemment. Les conditions sociales, matérielles des gens font que si ils sont dans des conditions euh, matérielles très très compliquées, l'usage de substances va être plus risqué. Mais du coup, ça montre quand même que même dans ces conditions les plus difficiles, il n'y a qu'une minorité des usagers et des usagères qui deviennent dépendants à une substance qui est considérée comme parmi les plus addictives qui soient. Donc cette focalisation sur la question des addictions, c'est un problème. Ça ne veut pas dire que ces historiens et ces historiennes sont prohibitionnistes. Ça se voit d'ailleurs dans le titre d'Alexandre Marchand, L'impossible prohibition. En réalité, ce qu'ils montrent dans leur livre, c'est que non seulement la prohibition ne marche pas, mais qu'en plus, une très grande partie des problèmes qu'on observe liés à l'usage de ces produits sont causés par la prohibition. Donc ça, c'est très bien mis, c'est très bien montré, analysé dans ces livres, mais quand même, le point de départ, c'est la question des drogues, de la toxicomanie, de l'addiction. Voilà. Donc j'en ai fini sur cette historiographie française. Et en fait, étant donné qu'il y a très peu de recherches et que c'est des recherches qui sont arrivées assez récemment, pendant très longtemps et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en fait qui ne sont pas des historiens et des historiennes de profession qui ont fait des histoires des drogues. Alors c'est des livres qui sont en général très mauvais, qui ne font que répéter des lieux communs, des idées reçues sur les psychotropes, en général d'un point de vue négatif, c'est-à-dire qu'on présente des choses complètement délirantes, des nombres par exemple d'usagers au 19e siècle, 80 000 cocaïnomanes à Paris, bref, c'est complètement... Et cocaïnomane, hein, on fait jamais la distinction évidemment entre usagers et personnes qui sont addictes. Bref, c'est des travaux qui sont vraiment très mauvais en général. Et une partie de ces recherches en histoire par des gens qui ne sont pas spécialistes sont faits par des membres du corps médical. Ça s'explique parce qu'ils peuvent avoir, par exemple, un intérêt particulier pour une substance qui a été utilisée dans leur discipline, puisque tous les stupéfiants ont été à l'origine des médicaments. Donc, par exemple, quand il y a eu le centenaire de la découverte des propriétés anesthésiques de la cocaïne, il y a des ophtalmologues qui ont fait des espèces de revues de la littérature un peu approfondies sur l'histoire de l'usage de la cocaïne en ophtalmologie. C'est des travaux qui sont une bonne base pour les historiens et les historiennes parce que ça permet de retrouver toutes les études. Mais par contre, c'est très mauvais parce que ça met pas du tout en contexte, ça critique pas, ça donne juste
des informations sur les études qui ont été faites. Il y a d'autres types de recherches qui sont un peu plus biaisées pour le coup. Donc, on a par exemple des médecins qui sont totalement prohibitionnistes, totalement contre la réhabilitation de certaines de ces substances en médecine et qui donc vont faire des articles à charge. C'est le cas par exemple de Jacques Arveillé qui est anti-cannabis et anti-psychédélique et qui pour le coup a écrit des articles très intéressants sur le cannabis. Mais voilà, étant donné qu'il est vraiment biaisé, ça fait des articles qui sont très orientés mais qui sont pour le coup des articles un peu plus poussés que ce qu'on a l'habitude de voir en général dans les professions médicales qui s'intéressent aux psychotropes. Et puis on a aussi l'inverse avec des médecins, des psychiatres comme Christian Sieur, qui lui est un partisan, un enthousiaste des substances psychédéliques et qui est un des premiers à faire l'histoire de ces substances, mais là du coup aussi avec des biais. Et en tout cas, en fait, comme c'est des gens qui ne sont pas formés à la méthode historique, non seulement ils remettent pas en contexte euh, les recherches qu'ils observent, les textes qu'ils lisent, les archives qu'ils lisent, dans le contexte de leur époque, donc ça permet pas d'approfondir la réflexion historique sur les sujets qu'ils observent, mais en plus ils savent pas croiser les sources, ils savent pas critiquer les sources, et donc ça fait qu'ils répètent souvent des choses qui sont en réalité fausses et qui demanderaient que un petit peu de méthode pour se rendre compte que en réalité on n'a pas de source pour appuyer ce qui est avancé. Pour vous donner un autre exemple, Anne, si tu m'écoutes, je t'adore et je suis désolée. Mais voilà, cet exemple, il est très parlant, je trouve. Donc Anne Coppel, qui est sociologue, qui est une sociologue très importante, qui a fait des travaux essentiels, notamment dans le champ de la réduction des risques, depuis les années 80. Bah justement, dans les années 80, elle s'est intéressée aux femmes usagères de morphine. Et donc, elle a fait le premier travail, en fait, en France, d'histoire autour de ces consommations-là. Sauf que Anne Coppel, elle est sociologue. Et donc, elle n'a pas cette méthode de critique des sources et d'aller les confronter. Donc, dans un de ses livres, elle raconte que, il y a des clubs de femmes qui s'organisent, donc des clubs de morphinomanes qui s'organisent pour se piquer entre elles. Pour des historiens et des historiennes du 19e siècle, cette information-là, elle fait tiquer immédiatement, parce que dans le contexte du 19e siècle, ça paraît très étrange que des femmes se retrouvent entre elles pour pouvoir se piquer à la morphine. Ça colle pas avec le contexte historique de l'époque. Donc, moi, quand j'ai lu ça, et du coup, été voir ce que Anne Coppel citait pour affirmer ça, et en fait, elle donne la référence d'un médecin français qui dit ça. Donc, je vais voir la source du médecin français. Le médecin dit il y a des clubs de morphinomanes dans lesquels les femmes se piquent et excluent les hommes. Les hommes ne sont pas du tout autorisés dans ces cercles-là. Il n'apporte aucune preuve, le médecin, de ce qu'il affirme, et il cite juste un journaliste allemand. Et donc, j'ai été voir l'article du journaliste allemand, et c'est un article complètement délirant, complètement à charge, complètement misogyne, dans lequel le journaliste invente complètement. Il n'y a aucune preuve, il invente des choses, et il invente notamment l'existence de ces clubs de morphinomanes, de femmes, qui effectivement, là pour le coup, collent très bien à l'imaginaire fin de siècle et misogyne de la fin du 19e siècle. Donc voilà, c'est juste une invention d'un journaliste à un moment qui colle à son époque parfaitement, qui est reprise ensuite par un médecin. Personne d'autre en France parle de ces clubs de morphinomanes, on n'a aucune autre source qui parle de ça. Et ensuite, bah, Anne Coppel récupère juste cette information et la donne comme vraie. Donc le travail des historiens et des historiennes, il est essentiel parce qu'on est formé à ça, on est formé à se dire, là, ça paraît pas vraisemblable. Il faut que j'aille chercher d'autres informations. Il faut que j'arrive à croiser des sources. Et si on trouve pas assez de matériel, bah, il y a très peu de chances en réalité que cette information soit vraie. Voilà. Donc, c'est pour vous expliquer que quand vous voulez lire de l'histoire, s'il y a des historiens et des historiennes, c'est plus sûr, quoi. Les informations sont plus vérifiées. Voilà, donc je parle un peu de ces personnes qui font de l'histoire sans être historien et historienne de profession, parce que je viens de publier un article dans la revue Histoire, Médecine et Santé qui fait justement cette historiographie des psychotropes en lien avec l'usage médical, donc pour montrer les travaux qui existent et pour critiquer un peu le champ, donner des hypothèses aussi de travail, des réflexions. Donc pour les personnes qui seraient intéressées, le lien est dans la description, c'est en accès libre. Voilà, je m'arrête là. Donc, on va passer à l'historiographie internationale maintenant. Donc, c'est une historiographie qui est aussi récente et qui émerge, là, pour le coup, à la fin des années 70. Donc, il y a deux historiens et historiennes pionniers de ces recherches, c'est David Courtwright et Virginia Berridge.
qui commence à travailler donc à la fin des années 70. Et là encore, ça n'émerge pas euh, par hasard à ce moment-là, en fait. La fin des années 70, c'est le moment où c'est la crise des overdoses liées à l'héroïne, parce qu'il y a une héroïne sur le marché liée à la prohibition qui est de très mauvaise qualité, avec une variabilité de sa pureté. Donc les gens, les utilisateurs, meurent en masse. C'est une situation qui s'aggrave encore plus au cours des années 80 avec l'épidémie de sida et le fait que les gouvernements n'autorisent pas la vente libre des seringues. Donc évidemment, il y a une inquiétude très forte dans la société à l'égard des opiacés. Et les historiens et les historiennes qui sont dans leur société s'intéressent aussi du coup à ces usages, se questionnent depuis quand est-ce qu'on utilise des opiacés, qu'est-ce qu'on peut en dire de manière historique. Et donc les premiers travaux des années 70 jusque dans les années 1990 sont principalement tournés sur l'histoire des opiacés, donc l'opium, la morphine et l'héroïne. Au cours des années 90, il y a d'autres débats qui émergent dans la société, notamment anglo-américaine, autour de la réhabilitation du cannabis en médecine et à sa possible légalisation. Et donc, bah là aussi, du coup, les historiens et les historiennes commencent à travailler sur l'histoire du cannabis. On arrive dans les années 2000 et là, c'est vraiment un peu l'émergence du champ avec de plus en plus d'historiens et d'historiennes qui travaillent sur ces substances-là, avec une ouverture à d'autres produits. On a des histoires sur la cocaïne, par exemple, avec Paul Gutenberg. On a des histoires sur les antidépresseurs, sur les anxiolytiques. Donc, on ouvre voilà, différents types de substances, ce d'autant plus que c'est appuyé par les recherches scientifiques qui émergent ou pharmacologiques qui émergent, qui pour la première fois en 1998, et Cocorico, c'était en France, la première étude de la dangerosité des psychotropes qui inclut les psychotropes légaux, donc l'alcool et le tabac, et aussi les médicaments psychotropes. Donc en 1998, pour la première fois, les classifications de la dangerosité des produits intègrent toutes les substances psychotropes, et tout à coup, on se rend compte que, ah tiens, le tabac et l'alcool, c'est beaucoup plus dangereux que plein de stupéfiants. Et donc ce type de recherche scientifique vont faire aussi que les historiens et les historiennes vont penser à d'autres objets d'étude sur les psychotropes, et notamment les médicaments psychotropes. Ensuite, on arrive à la fin des années 2000 et là paraît ce livre-là de Erika Dick qui ouvre le champ de l'histoire sur les psychédéliques. C'est le premier livre d'une historienne de formation qui s'intéresse à cette histoire des psychédéliques. C'est un livre exceptionnel, vraiment. Il a été réédité, et il n'est pas traduit, mais c'est vraiment un livre génial. Et donc, elle va ouvrir ce champ de l'histoire des psychédéliques. Et là encore, ça arrive pas n'importe quand. En 2008, c'est vraiment au cœur des débuts de la renaissance psychédélique. Et en fait, les scientifiques et les médecins qui s'intéressent à nouveau aux propriétés thérapeutiques, notamment de ces produits, ont besoin des historiens et des historiennes pour comprendre pourquoi on a arrêté ces substances, d'étudier ces substances, parce que les institutions qui les financent, sinon ils vont leur dire, bah, attendez, on a interdit pour des bonnes raisons, hein, pourquoi vous voulez refaire des études sur ça tout à coup? Donc ils ont besoin des historiens et des historiennes pour aller voir dans les archives et dire, ok, bon, on a interdit les psychédéliques en 1971. Pourquoi? Est-ce que c'était parce que ça marchait pas? Est-ce que c'était parce que c'était dangereux? Ou est-ce que c'était pour d'autres raisons? Et c'est comme ça que les historiens et les historiennes appuient, soutiennent la renaissance psychédélique. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. À nouveau, les historiens et les historiennes sont vraiment dans le contexte absolu de leur époque. Et puis, depuis la fin des années 2010, début des années 2000, on a un vrai renouveau historiographique qui existait déjà un peu avec les études sur les psychédéliques, où il y a de plus en plus d'historiens et d'historiennes qui arrêtent de se focaliser sur la question des addictions et qui vont étudier l'immense variété d'indications, de raisons pour lesquelles les êtres humains consomment des psychotropes. Il était temps. Et donc, on a par exemple les travaux de Sarah Black en Angleterre qui vont s'intéresser aux usages médicaux de ces substances. Donc moi, je m'intègre là-dedans, je suis dans ce renouveau historiographique-là. Donc on arrête d'étudier les aspects négatifs et carrément on étudie les usages médicaux, donc les usages positifs de ces substances qui vont soigner, qui vont être bonnes pour la santé. Donc Sarah Black, elle s'intéresse au contexte français au XIXe siècle et elle regarde comment les médecins français utilisaient la morphine, la cocaïne, le cannabis, l'éther, le chloroforme. Donc on est un peu sur les mêmes sujets avec Sarah Black, mais moi j'étudie du coup jusqu'à l'époque récente. Et en plus, moi j'étudie les archives et elle travaille que sur la littérature imprimée. Donc ça va, on se marche pas trop dessus, mais on est un peu sur les mêmes thématiques. On a ensuite Mike Jay qui a publié le livre
Psychonautes, qui est un livre absolument fascinant. Donc ça, c'est en 2023. Peut-être la version, euh, la plus grande version est un peu plus ancienne, 2020 peut-être 2021. En tout cas, c'est un livre absolument fascinant. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'adore les auto-expérimentations de médecins. Et ben là, c'est un livre entier d'expérimentation. Donc, c'est pas du tout sur les addictions. Au contraire, c'est les gens qui font des expériences avec les psychotropes. En plus, Mike Jeff fait vraiment l'effort d'aller chercher des témoignages de femmes, des témoignages de gens colonisés. Donc, c'est hyper riche, c'est hyper intéressant. Pour vous donner un seul exemple qui m'a vraiment frappé, il raconte à un moment le cas d'un ingénieur qui part en Inde. Et en Inde, il découvre l'usage de la morphine. Et il est très content avec son usage de la morphine, il se pique de temps en temps. Et puis au bout d'un moment, il se rend compte que quand il en a pas assez souvent, il est pas très bien, qu'il doit augmenter beaucoup les doses. Et donc, il va spontanément se mettre à utiliser de la cocaïne pour soulager ses symptômes du manque de la morphine. C'est quelque chose qui se fait à cette époque-là. On ne connaît pas, à la fin du 19e siècle, on ne connaît pas encore les risques de la cocaïne et c'est même parfois encouragé par les médecins de faire ça chez les gens qui deviennent morphinomanes. Donc, il est très bien avec ça. Il arrive à maintenir sa consommation, à la maîtriser, en utilisant de temps en temps de la morphine, de temps en temps de la cocaïne. Et puis, quelques années plus tard, il va découvrir l'usage du cannabis, toujours en Inde. Et ça l'intéresse beaucoup. Il fait plein d'expériences avec ces substances-là. Et c'est fascinant de voir un homme du 19e siècle qui, tout seul, spontanément, fait des expériences de réduction des risques. Il arrive à utiliser les substances à certains dosages, à les mélanger entre elles pour pallier les symptômes, certains symptômes de certaines substances. C'est absolument génial. Et ce qui est aussi super intéressant, c'est que cet ingénieur, à chaque fois qu'il parle de ses consommations avec des Occidentaux, et notamment avec des médecins occidentaux, tout le monde lui dit, mais arrête de faire ça, tu vas mourir, tu vas devenir addict, c'est hyper dangereux. Et du coup, petit à petit, il arrête en fait de parler à ses contemporains occidentaux parce qu'ils comprennent pas du tout ce qu'il est en train de faire, le plaisir qu'il prend à faire ces expériences-là. Et en plus, il se rend compte que lui, finalement, il en sait beaucoup plus que les médecins au sujet de ces produits-là. Donc, il va arrêter d'en discuter avec les Occidentaux et il va se mettre en relation avec des médecins indiens qui, eux, ont un rapport complètement différent aux psychotropes. Et donc, c'est hyper intéressant. Et dans les années 1920, il va publier un livre dans lequel il raconte ses expériences et c'est comme ça qu'on a l'information. Donc, voilà, c'est fascinant. Ce livre est absolument passionnant. Je vous le recommande vivement. On a aussi, en France, pour le coup, Erwan Pointo-Lagadec, qui lui travaille sur les représentations artistiques, notamment dans le cinéma, sur le cannabis et sur l'alcool en France. Et il a publié ce petit livre, vraiment un tout petit livre, ça se lit super vite, sur le club des Hachichins. Donc, à nouveau, pas du tout la question de l'addiction. On s'intéresse juste à cet espace qui a existé dans les années 1840, dans lequel des savants, des artistes, des intellectuels, des médecins venaient pour prendre du cannabis et de l'opium. Et il fait un très bon travail d'historien. Il va aller chercher dans les sources pour déconstruire un certain nombre de mythes, voir ce qu'on peut dire, ce qu'on peut affirmer réellement grâce aux sources. Il fait des tableaux comme ça où il essaye de voir qui est présent à quelle session. Donc voilà, c'est hyper, hyper intéressant. Petit livre que je vous recommande très vivement. Pour le coup, c'est en français, ça fait du bien. Ensuite, on a Anna Halliwell qui, cette année, vient de publier ce livre, donc Art, Medicine and Femininity, dans lequel elle travaille sur les représentations visuelles des femmes morphinomanes ou usagères de morphine à la fin du 19e siècle. C'est un livre hyper intéressant qui est en plus très richement illustré. Je vais vous montrer ça en couleur. Euh, hop. Donc, il y a dans la partie centrale, il y a les illustrations, comme ça, en couleur. Et puis, tout au long du livre, il y a des illustrations en noir et blanc. C'est vraiment un livre qui est très riche. En plus, moi, j'ai fait mon mémoire de master sur les morphinés. Donc, c'est des tableaux que je connais très bien. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je les travaille. Et ben, elle m'a appris plein de choses. J'adore quand on me fait voir les tableaux. Et elle me fait voir des choses que j'avais jamais repérées. Donc, c'est vraiment un livre super, super intéressant. Et puis là, juste il y a quelques mois, Nina Studer qui vient de publier The Hour of Absinthe, encore sur un contexte français, dans lequel elle observe comment l'absinthe qui était utilisée pour
favoriser la colonisation et l'armée, les soldats qui consommaient cette substance en Algérie et qui ensuite, la boisson s'est diffusée en France. Donc, c'est une historienne suisse et ben elle s'intéresse au contexte colonial. Voilà, donc cette historiographie renouvelée, hyper intéressante, qui va du coup montrer plein d'autres choses que seulement l'addiction, les drogués, la toxicomanie. Voilà. Donc, euh, maintenant que je vous ai montré l'ensemble de l'historiographie, on va voir un petit peu quels sont les problèmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, celui-là de Nina Studer, là, sur l'absinthe, c'est en France. Celui-là que je vous ai pas montré sur l'alcool pendant la Première Guerre mondiale, c'est en France. Celui-là sur les morphinomanes, c'est en France. Euh, le livre de David Guba, Taming Cannabis, c'est en France. Sarah Black, c'est en France. Donc vous voyez, en fait, il y a tellement peu d'historiens et d'historiennes en France, français, qui travaillent sur l'histoire des psychotropes en France, que les historiens étrangers travaillent sur nos contextes. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que nos archives, elles sont accessibles gratuitement sur Gallica. Donc, c'est gratuit et c'est hyper facile en ligne de pouvoir travailler sur le contexte français. Donc, tous les historiens et les historiennes étrangères qui parlent français, bah, c'est trop bien, ils ont accès gratuitement à des archives. Donc ça leur permet de travailler, de faire des livres super intéressants. La deuxième raison, c'est que la France a un contexte avec les psychotropes qui est très spécifique, qui n'existe pas dans d'autres pays. Par exemple, la manière de représenter visuellement les morphinomanes, on ne trouve pas ça en Allemagne, on ne trouve pas ça en Angleterre, on ne trouve pas ça aux États-Unis à la même époque, alors qu'il y a aussi des femmes qui consomment de la morphine là-bas. Mais nous, on a un contexte très spécifique où on va condamner terriblement ces femmes-là. Et donc, ça fait sens d'étudier le contexte français parce qu'on a une histoire spécifique avec ces produits. On est aussi le pays où la panique morale autour des psychotropes a été la plus forte, le pays où la législation est la plus dure encore aujourd'hui sur les stupéfiants. Donc évidemment, il y a un intérêt pour les historiens et les historiennes à comprendre ce contexte-là. Donc il faudrait absolument, c'est pas du chauvinisme, c'est juste, c'est important, on le voit puisque les historiens et historiennes étrangers travaillent sur nos archives, ça veut dire qu'il y a du matériel, il y a des choses à faire. Donc encore une fois, un appel aux collègues, il faut travailler sur les psychotropes. En plus, c'est hyper intéressant, on a forcément des choses, on va découvrir des choses étonnante, marrante, révoltante. Les psychotropes, c'est vraiment un sujet riche. Donc, voilà, appel aux collègues, travailler sur les psychotropes. Alors, deux gros problèmes de cette historiographie internationale. La première, c'est que rien n'est traduit. Donc, même les livres des années 70 n'ont jamais été traduits. On a un retard de plus de 40 ans dans le milieu éditorial français. Ça dit beaucoup de choses sur les réticences éditoriales françaises pour publier des choses sérieuses, rigoureuses, universitaires sur les psychotropes. Par contre, il y a plein de livres merdiques, remplis de conneries, qui sont soit complètement publiés en français, soit traduits en français immédiatement, même des fois plus vite que c'est traduit en anglais en France. Donc voilà, il y a un contexte un peu fermé autour de la question de l'histoire des psychotropes euh, en France. C'est pas lié à l'étroitesse du public, comme ça m'a été dit. Le public, il est là, il est très intéressé en France comme à l'étranger. Par exemple, le livre de Eric Haddick sur les psychédéliques, paru en 2008, il a été réédité. Il a été adapté en BD. Il a été adapté il y a plusieurs documentaires qui sont basés sur ce livre. Michael Pollan, dans le documentaire qui est sur Netflix de Michael Pollan, How to Change Your Mind, euh, c'est pompé presque entièrement sur ce livre-là. Il y a une série sur Netflix qui va commencer, et ils vont commencer à la tourner dans les prochains mois, qui est basé sur ce travail-là. Donc, en un seul livre, et on en a écrit des dizaines, Erika, en un seul livre, il y a voilà, toute cette diversité de contenus qui ont été créés à partir de là. Donc, il y a un intérêt, c'est très riche, mais simplement, le milieu éditorial français est très réticent et ne veut pas s'intéresser à ces contextes-là. Donc, tous les livres que je vais vous montrer, malheureusement, ils ne sont pas traduits. Et donc, j'essaierai de les présenter un peu de manière détaillée pour que les personnes qui ne lisent pas l'anglais puissent comprendre un petit peu ce qu'il y a dedans. Le deuxième problème, c'est qu'ils coûtent super cher. Pas les livres en eux-mêmes, les livres coûtent le prix d'un livre normal, c'est l'import qui est prohibitif. Ça coûte plus cher que le livre lui-même de le faire venir. Et donc, par exemple, moi, quand j'ai fait ma thèse, bah, ce livre-là, qui était essentiel pour l'histoire du LSD,
J'ai pas pu me l'acheter. Ça coûtait beaucoup, beaucoup trop cher. Heureusement, je l'ai fait acheter par mon université à l'époque, donc j'ai pu travailler dessus. Mais voilà, c'est un très gros problème. Ça veut dire que c'est pas accessible. Donc le fait que ce soit pas traduit, ça veut dire aussi que toute une partie des universitaires français n'ont pas accès à cette littérature parce qu'on est mauvais en anglais et que de toute façon, ça prend un peu plus de temps de lire en anglais. Donc il y a beaucoup de gens qui vont pas aller lire cette littérature-là, et c'est pas évidemment accessible au grand public, d'autant moins, quoi. Donc voilà, malheureusement, dans ces vidéos, je vais surtout, sauf si c'est des travaux français, je vais surtout vous présenter des livres en anglais et qui ne seront pas traduits. Faites pression sur les maisons d'édition si vous en connaissez. Voilà, j'espère que cette vidéo introductive sur l'historiographie générale des psychotropes vous a intéressé. Je vous mets plein de ressources dans la description. N'hésitez pas dans les commentaires si j'oublie des trucs à me le dire ou si vous pensez à des choses, si vous avez des questions, bah, posez-les et je rajouterai dans la description, ça peut servir à tout le monde. Merci beaucoup encore toujours pour votre soutien indéfectible. On se retrouve sur les réseaux sociaux si vous êtes par là, et sinon sur YouTube dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup.